Alors aujourd'hui au menu des Newsas, les processeurs Nvidia qui font de plus en plus de bruit, Intel qui confirme que le lancement de ses processeurs Arrow Lake ne s'est pas passé aussi bien qu'espéré, on l'avait vu, et Battlemage, la prochaine génération de cartes graphiques d'Intel qui pourrait refaire parler dans pas très longtemps, et quelques autres trucs. Allons voir tout ça juste après la suite sponsor, c'est parti. Alors, petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne, vous connaissez sûrement GoDeal24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans, eh bien on bifurque maintenant sur KissFan, qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques, ainsi que les mêmes codes promo et réductions avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9€, et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14€ avec le code de la chaîne VCG50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal, et au moment de recevoir là où les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour, donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Donc on démarre avec le Ryzen 9800 X3D, que j'ai d'ailleurs reçu ce matin. Enfin, hier matin, au moment où la vidéo sera en ligne, je vais enfin pouvoir le tester aussi. Et on peut dire que celui-ci a quand même connu un lancement très positif. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo, au niveau des plateformes et tout ça aussi. Les tests sont dans l'ensemble très positifs du point de vue des performances. Le processeur n'a pas de défaut majeur, et c'est clairement le processeur le plus performant en gaming à l'heure actuelle. Même si, effectivement, AMD nous le fait payer assez cher. Et en plus de ça, les boutiques aussi, puisqu'en France, par exemple, la seule boutique où il y avait moyen de le précommander pour la coquette somme malgré tout de 550€, a aussi fait grimper ses prix pour coller aux 580 voire même 600€ des boutiques du groupe LDLC, ce qui je trouve quand même une honte absolue. C'est vrai que là il n'y a pas besoin de scalper quand les boutiques s'en chargent elles-mêmes, puisqu'on rappelle que le tarif officiel pour le 9800 X3D d'AMD c'était 535€, maintenant c'est 540, puisque le prix sur le site d'AMD, il suit le cours du dollar et ses fluctuations, et en ce moment, comme le dollar est à la hausse, le prix augmente aussi en Europe. Donc oui, les premiers stocks du 9800 X3D se sont fait dévaliser, les scalpers tentent de se faire un petit billet aussi en passant. Si on regarde les tarifs sur eBay, on voit qu'il y en a qui essayent de se faire plaisir, et les chiffres de vente de chez Mindfactory en Allemagne sont énormes également, et clairement en faveur des produits AMD et de la gamme X3D qui domine le haut du tableau. Alors ici c'est écrit en tout petit, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Mais bon, on note 980 ventes pour le 9800 X3D, 410 pour le 7800 X3D, 530 pour le 5700 X3D si on compte la version Tray et Box, puisqu'elle apparaît ici 2 fois, ce qui reste quand même, je trouve, assez énorme pour la M4. Le petit 7500F à 280 unités, et le 7600 X3D qui n'est en vente en Europe que chez Mindfactory, qui ne livre malheureusement pas chez nous, c'est 220 unités là aussi. Et le premier processeur Intel dans le tableau, c'est le 14900K avec 30 ventes. Et les Core Ultra qui viennent de sortir sont tout en bas du tableau, avec 5 unités pour l'Ultra 7 265K et 5 pour l'Ultra 5 245K. Bon, je pense qu'on peut dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes ici. Très clairement, c'est un massacre pour les processeurs Intel sur la vente au détail. Alors bon, oui, c'est qu'une seule boutique ici, parmi d'autres, et évidemment, ça ne prend pas en compte tout ce qui est OEM ou PC préassemblé ou les laptops, qui chiffrent beaucoup plus que la vente au détail, et où Intel est encore installé, je dirais, de manière plutôt stable, où ils font le gros de leur vente. Mais clairement, pour ceux qui montent leur PC eux-mêmes, c'est AMD qui domine ici avec 91% des ventes. Alors je sais que certains d'entre vous ont tenté d'acheter le 9800 X3D sans succès à sa sortie, et se demandent quoi faire si vous ne voulez pas vous faire enfler et payer les 60 ou 70 balles de plus pour un processeur qui est déjà très cher. Bon, en réalité, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que d'attendre, je dirais, les prochaines vagues de stock qui devraient arriver dans les semaines qui viennent, et guetter aussi les boutiques où les prix ne sont pas abusifs. Je recommande de garder un œil sur Kesking en Allemagne, puisque c'est là où par exemple j'ai acheté le mien. Ils n'ont pas touché au tarif en dehors de suivre les prix d'AMD. Et avec les frais de port, on arrive quand même malgré tout aux alentours des 555€ probablement maintenant. Alors on avait aussi eu un prix normal chez PC Componentes, mais je dirais que le prix a un petit peu fait le yo-yo. Il était arrivé en stock au prix normal, puis il a grimpé pour revenir à la normale pendant une très courte période, et ensuite il est remonté. Et gardez aussi un œil sur la boutique AMD que vous voyez ici, qui peut-être remettra des processeurs en stock de temps en temps.
c'est pas sûr. Hein. Si on suit les traditions du shop AMD, puisque ceux qui ont connu l'époque pénurie de cartes graphiques s'en souviendront peut-être, le restock dans la boutique AMD, ben, c'est souvent le jeudi vers 15h. Et il faut être très rapide, et surtout payer par PayPal si possible. Donc je sais pas du tout s'il y aura du stock par exemple cet après-midi, puisque on sera jeudi au moment où je sors la vidéo. C'est pas impossible, c'est peu probable, mais si c'est là, ben, essayez d'être au taquet si le processeur vous intéresse. Mais bon, je pense que la situation reviendra à la normale assez rapidement malgré tout, mais j'avoue, je pensais pas que la demande serait aussi forte pour ce processeur-là non plus. Donc bon, va falloir prendre son mal en patience, je pense, et pour les autres qui s'orientent, j'irai plus vers des processeurs à tarifs raisonnables, ben, j'espère que vous avez pu dégoter par exemple de bons deals sur les ventes AliExpress, hein, dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo, puisque que ce soit le 9600X à 180€, les 5700X3D à 150, on a aussi vu passer le 7700 à 190 balles, et même un 7500F à 135€. Bon, il y avait des prix très très sympas pour des processeurs tout à fait capables de faire tourner tous les jeux, hein. C'est juste que si vous voulez absolument le meilleur processeur, évidemment, ce sont les X3D à l'heure actuelle, mais vous pouvez vous en sortir très convenablement pour beaucoup moins cher. Mais bon, il y avait des prix très sympas, et il y en a encore d'ailleurs en ce moment sur AliExpress. Par contre, moi, chez Intel, c'est compliqué, hein, très clairement en ce moment, et les ventes semblent assez catastrophiques, hein, comme on va de le voir, sur la nouvelle plateforme, ce qui n'est pas vraiment très surprenant, vu que c'était quand même plutôt décevant dans l'ensemble et que c'est très cher. Et quelques jours après la sortie du 9800 X3D, bah, il y a eu une interview de Robert Alloc, qui est au marketing, hein, chez Intel, et il occupait d'ailleurs un rôle assez similaire chez AMD il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc dans cette interview chez Hot Hardware, il explique que le lancement d'Arolec, donc des Core Ultra 200, c'est moins bien passé que prévu, et que les résultats pour les performances en gaming ne sont pas aussi bonnes qu'espérées, et qu'Intel travaillerait pour résoudre les problèmes qu'ils ont rencontrés sur cette première série de tests. Alors, selon lui, il y aurait plusieurs problèmes qui impacteraient les performances d'Arolec, que ce soit au niveau des BIOS, de Windows, et aussi certains réglages de Windows également. Bon, Intel ne rejette pas la faute sur qui que ce soit ici, et indique qu'ils expliqueront ce qu'il se passe fin novembre, voire début décembre au plus tard, avec des fixes qui permettraient d'améliorer les performances. Alors j'ai envie de dire, c'est plus ou moins ce qu'on supposait à la vue des résultats en jeu, et sur certains titres en particulier, comme avec Cyberpunk, où les Core Ultra sont clairement à la ramasse. Et c'est très bien qu'Intel soit sur le coup et tente de régler les problèmes. Malgré tout, même en fixant les plus gros soucis au niveau des performances en jeu, ça ne transformera pas pour autant ces processeurs-là en foudre de guerre en gaming, hein, mais ça ne permettra pas de venir concurrencer les Ryzen 9000 X3D sur ce terrain-là. Puisque bon, dans le meilleur des cas, hein, Intel avait indiqué avant la sortie que grosso modo, ces processeurs-là visaient à être à parité en gaming avec le 14900K en consommant moins. Ce qui n'est toujours pas le cas actuellement. On est en dessous en moyenne de 5-6% la plupart du temps. Mais bon, c'est vrai que de voir l'interview arriver juste après l'arrivée du 9800 X3D, ça fait quand même très damage control, hein, puisque bon, que les chiffres ne soient pas bons en gaming, je pense qu'Intel est quand même au courant depuis à minima la sortie des processeurs. Il y avait quand même moyen de communiquer sur le sujet avant. Et j'ai aussi trouvé dommage que dans l'interview, personne ne pose de questions sur l'APO, qui est censé quand même améliorer les performances des processeurs Intel dans certains jeux. Dans mes propres tests sur les générations 14, ça fonctionnait pas trop mal. Et là, pour le moment, pour les Core Ultra, des tests que j'ai vus, ça ne change absolument rien en performance, qu'ils soient actifs ou pas. Donc clairement, il y a un truc qui se passe pas très bien non plus de ce côté-là. Donc est-ce que ça aussi, ça va être amélioré ? Bon, on n'a pas eu d'infos ici. Donc bref, on verra bien comment les choses évolueront pour Intel à ce niveau-là. Je suis quand même curieux de voir les explications d'Intel sur les différents soucis liés du coup au lancement et aux performances décevantes en gaming principalement de ces nouveaux processeurs. Donc bon, c'est une affaire à suivre. Toujours chez Intel, mais côté GPU maintenant, avec Battlemage, qui refait un petit peu parler de lui, puisque Golden Pig, qui est un reviewer et leaker chinois, indique sur Weibo ici, qu'il attend Battlemage Desktop, donc carte graphique de PC de bureau, pour le mois prochain, ou tout du moins pour avoir des infos. Alors, on ne sait pas grand chose de plus pour le moment, hein. Est-ce qu'Intel prévoit de faire, je dirais, une annonce en amont du CES, où Nvidia et AMD vont très probablement annoncer leur nouvelle carte graphique, parce que j'ai quand même un petit peu de mal à penser que le lancement se fasse en sneaky comme ça au mois de décembre pour Battlemage, même si c'est pas totalement impossible, mais comme on n'a rien entendu dire jusqu'ici sur Battlemage depuis quand même plusieurs mois, ça me paraît peu probable. Donc bon, ça serait quand même cool d'en apprendre plus, même si je pense que malheureusement pour Battlemage, il risque un petit peu de se retrouver dans la même situation qu'Alchemist, la première génération de Arc, que j'ai retesté même en face de la 3060 il y a quelques jours dans 65 jeux. Avec un lancement aussi tardif, Intel aurait encore une fois, je dirais, une génération de retard, si on peut dire ça comme ça. Malgré tout, je suis quand même très curieux de voir les améliorations de l'architecture, ses performances en action, si Intel a réussi à corriger les nombreux petits soucis de la première génération, et aussi les tarifs bien évidemment. Donc on verra bien, mais ça risque quand même d'être assez difficile pour Intel, je dirais, de trouver le bon positionnement
Face à ces deux concurrents, et leurs nouveaux produits aussi, puisque s'ils se lancent avant, ben, du coup la grille tarifaire sera un petit peu biaisée s'il y a une annonce en décembre par exemple. Puisque du coup, ben, ils vont se positionner par rapport au prix des gammes actuelles, et non pas des nouvelles générations qui vont commencer à arriver à partir du mois suivant. Donc bon, ça va un petit peu être un jeu d'équilibriste hein, s'ils font ça, mais on verra bien comment ça se passe. Alors on repart côté processeur, mais chez Nvidia ici, alors les processeurs Nvidia, ça fait pas mal de bruit ces derniers jours, bien que je comprenne pas trop pourquoi, on en avait déjà parlé il y a quelques mois, et rien n'a vraiment changé depuis, mais c'est probablement cet article de Digitimes qui a un petit peu relancé le truc. Alors oui, Nvidia se préparerait bien à sortir des processeurs Windows ARM pour le grand public. Nvidia bosserait aussi en collaboration avec MediaTek sur ce projet, on en avait déjà parlé, et on se rappelle aussi qu'Nvidia produit déjà des processeurs ARM du côté professionnel. La Switch, la Shield et la future Switch sont aussi sur SoC Nvidia, donc processeur et GPU. Donc je dirais que c'est pas un coup d'essai pour Nvidia. Donc apparemment ici, Nvidia tenterait maintenant une percée, je dirais sur le marché grand public, PC, ce qui est assez logique au niveau du timing. Avec un Intel pas au mieux de sa forme, l'arrivée de Qualcomm sur le segment PC et Windows ARM, je dirais qui progresse, il y a un coup à jouer pour Nvidia ici, puisque du coup ça leur permettrait de combiner un processeur ARM avec leur propre partie graphique GeForce. Par contre, je rappelle quand même, puisque j'ai déjà eu des messages et commentaires d'utilisateurs un petit peu en panique sur le sujet, de tout ce qu'on entend dire jusqu'ici, les premiers processeurs qui arriveraient seraient plus orientés PC portable, mini PC ou machine type Steam Deck. Donc dans un premier temps, il y aura fort probablement, je dirais pas de processeur gaming haut de gamme à coupler avec un gros GPU, qui viendrait concurrencer les plus gros processeurs PC de bureau d'AMD ou d'Intel. Alors ça veut pas dire que ça arrivera jamais, mais ce sera probablement pas la cible dans un premier temps, même si j'ai pas de gros doute sur le fait que si ça fonctionne bien pour Nvidia, il continue à enchaîner et d'essayer d'ouvrir un peu plus sur d'autres secteurs aussi, dont le segment, je dirais, PC de bureau haut de gamme, mais ce sera pas, je dirais, dans l'immédiat. Donc bon, c'est pas inintéressant pour autant malgré tout, mais je pense que le marché PC niveau processeur risque quand même d'être un petit peu plus animé dans les années qui viennent que ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais il faut aussi que tout ça se mette un petit peu en place, puisque Windows ARM, c'est clairement toujours pas au top. Enfin, Windows tout court, même en x86, c'est toujours pas au top d'ailleurs. On a eu l'occasion de le voir il y a pas longtemps. C'est vrai qu'on a vu avec les premiers PC ARM de chez Qualcomm, c'est pas incroyable pour le moment. Donc bon, oui, qu'NVIDIA arrive avec des processeurs et APU ARM en 2025, c'est tout à fait possible, mais ce sera très probablement pas du matos pour PC de bureau. Donc bref. Évidemment, ce sera une affaire à suivre. Alors, toujours chez Nvidia, mais sur le bal des rumeurs, je dirais. Alors, l'RTX 5000 serait bien évidemment en production à l'heure actuelle, avec une annonce sans gros doute pour le CES début janvier. On a déjà vu que les 4090 ne sont plus vraiment produites ou disponibles dans le commerce, ou je dirais c'est les fonds de tiroir à prix très élevés. Et apparemment, on entend dire ici, par le biais du board channel chinois, comme bien souvent, qu'NVIDIA aurait stoppé la production de quasiment toute la gamme RTX 4000 en dehors de la D107, la puce qui équipe la RTX 4060. Donc oui, on serait bien, je dirais, sur la fin de vie, et je dirais les fins de stock de la gamme 4000 actuelle, mais NVIDIA apparemment s'empresserait, je dirais, de laisser la place pour la future génération, au niveau des lignes de production et compagnie, ce qui est plutôt logique. Et au niveau rumeur, comme on peut le voir ici, on aurait du coup un lancement des 5080 et 5090 pour le mois de janvier, les 5070 et 5070 Ti arriveraient pour le mois de février, et les 5060 et 5060 Ti pour le mois de mars. Donc ce serait quand même des lancements bien moins étalés que sur la génération 4000, où on avait eu un lancement de la gamme entre le mois d'octobre et le mois de juillet, il me semble, pour avoir quasiment la gamme complète. Donc ici, ce serait quand même beaucoup plus condensé. On aurait un lancement en un trimestre, comme c'était le cas il y a quelques années. Les lancements de génération de cartes graphiques, c'est vrai qu'NVIDIA, d'habitude, c'était fait en quelques mois. La génération 4000, c'était un petit peu un cas à part. Et ici, pas de pénurie ou de surstock de cartes de génération 4000, et on voit qu'NVIDIA se positionne déjà depuis un moment pour éviter qu'il y ait justement trop de stock de cartes avant de passer à la suite. Par contre, c'est vrai que laisser la production de 4060 pour le moment encore en route, c'est assez logique, puisque je dirais que c'est la puce la plus utilisée aussi dans les laptops. Donc ouais, la génération 4000, on est plus proche de la fin qu'autre chose, même si je pense qu'il restera encore quelques cartes pendant quelques mois, mais très clairement, on est sur, je dirais, une phase de transition vers les RTX 5000, qui sera beaucoup plus rapide que sur la génération qu'on vient de connaître, et ce sera une situation plus normale, et on espère aussi qu'au niveau des tarifs et tout ça, ce soit un petit peu plus sympathique. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore d'infos. Alors toujours chez Nvidia, mais du côté du GeForce Now, le service de streaming, comme souvent malheureusement avec les services à abonnement,
les tarifs ont tendance à grimper au fur et à mesure. On avait eu une petite augmentation des tarifs du GeForce Now en Europe il n'y a pas très longtemps, c'était 10% il me semble. C'est vrai qu'en général, hein, que ce soit Netflix, Disney+, ou la plupart des autres services à abonnement, les tarifs ont tendance soit à augmenter dans le temps, soit on nous rajoute des pubs ou ce genre de trucs. Et donc pour éviter de faire grimper les prix des offres, Nvidia aurait choisi à la place d'imposer une limite d'utilisation sur le nombre d'heures passées sur le service, chaque mois du coup avec un cap à 100 heures. Alors ça rappelle un petit peu les forfaits téléphoniques à une certaine époque, mais bon. Selon Nvidia, ce changement ne concernerait que 6% des utilisateurs du service, et apparemment il sera possible d'acheter des heures en plus, pour ceux qui sont abonnés au service. Donc pour le service performance, c'est 3$ pour 15 heures de plus, et c'est 6$ pour 15 heures pour l'abonnement Ultimate. C'est vrai que c'est pas donné. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, apparemment cette restriction n'arrivera pas avant 2026. Alors, autant je peux comprendre l'idée de faire ça pour éviter de faire grimper les prix, autant c'est vrai que pour les gros utilisateurs de la plateforme, donc ceux qui l'utilisent sûrement, comme machine gaming principale, pour remplacer leur PC de bureau classique, là c'est évidemment plus gênant. Mais c'est d'autant plus dommageable, je trouve que justement, les 6% qui sont concernés, c'est des utilisateurs intensifs. C'est aussi ceux, qui vont un petit peu parler du produit et qui en feront probablement la pub autour d'eux. Du coup, j'ai pas de gros doute que certains mettront fin à leur abonnement à cause de ces changements-là. Donc, comme souvent, même si ça concerne que 6% des utilisateurs, ça reste des utilisateurs qui seront pas contents. Mais bon, quand on voit les prix de tous les services d'abonnement flamber, ou qui rajoutent des pubs et ce genre de trucs, je suis pas spécialement surpris. Et pour moi, que ça fait que renforcer que ce type de service, comme le GeForce Now, c'est plus, des solutions d'appoint qu'autre chose. Ça peut dépanner, mais de là à en faire sa plateforme principale, en dehors de pas jouer énormément, si vous jouez moins de 100 heures par mois, ça peut suffire. Mais c'est vrai que pour les plus gros utilisateurs de la plateforme qui l'utilisaient beaucoup, du coup ça devient beaucoup moins intéressant. Une bonne nouvelle au milieu de tout ça quand même, c'est que l'abonnement performance, donc le moins cher des deux, puisqu'il y a l'abonnement gratuit, qui permet principalement juste d'essayer le truc, le mode performance qui était à 11, qui est toujours à 11€ par mois, passe maintenant du 1080p au 1440p, 60 fps très probablement, ce qui est quand même une bonne chose, puisque c'est vrai qu'en 1080p jusqu'ici, par rapport au mode Ultimate, c'était quand même beaucoup plus cracra au niveau de la qualité d'image. Là en 1440p, je dirais que ça permet de donner un petit coup de boost au niveau de la qualité d'image, qui du coup, je trouve, rend l'offre un petit peu plus intéressante comme solution d'appoint par rapport à avant. Toujours chez Nvidia, on reparle de l'appli Nvidia, qui est donc sortie de phase de bêta test, puisque j'avais fait une vidéo sur cette appli quand elle était arrivée en phase de test il y a quelques mois maintenant, et globalement, pour ceux qui n'ont pas suivi, la Nvi App, elle est là pour remplacer GeForce Experience, mais aussi pour remplacer le contrôle panel des drivers, puisque de plus en plus de fonctionnalités du contrôle panel sont portées vers la nouvelle appli. Et il arrivera un moment où le contrôle panel est amené à disparaître totalement. C'est pas encore le cas, mais ça arrivera à un moment ou à un autre. Alors, la grande force de l'appli, c'est que c'est quand même beaucoup plus sympa, visuellement parlant. Je dirais que le contrôle panel du style Windows XP qu'on connaît depuis des années maintenant, c'est aussi beaucoup plus réactif dans l'ensemble quand on change les options. Et comme vous pouvez le voir ici, on a maintenant accès au changement de résolution, le setup du multiscreen, il y a le G-Sync et tout ça qui est présent, il y a également un petit onglet vidéo où vous pouvez régler l'upscaling pour les vidéos, ainsi que l'auto HDR pour les vidéos qui est présent. Il y a aussi un onglet performance qui est apparu depuis quelques temps maintenant, qui permet de faire un petit overclock automatique qui ne met pas en cause la garantie. Alors, au niveau de l'overclock lui-même, si vous le faites, c'est très très conservateur et ça ne changera pas grand-chose non plus à l'usage. Mais ça coûte rien. Par contre, si vous mettez le test en route, ça dure pas loin de 10 minutes aux dernières nouvelles. Ça prend un petit peu de temps si vous le faites, sachez-le. Il y a également toujours des options de monitoring, l'overlay game est toujours présent, il y a également le Shadowplay si vous voulez enregistrer vos parties et tout ça. Le RTX HDR qui fonctionne maintenant sur plusieurs moniteurs aussi, il y a toute la série de filtres également d'Nvidia qui sont présents depuis un bon moment aussi avec GeForce Experience auparavant. Il y a toujours les mises à jour de drivers automatiques ou qui vous mettent une notification qu'un nouveau driver est arrivé, que ce soit pour les Game Ready ou les drivers studio, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et vous retrouvez bien évidemment toujours les profils pour les réglages automatiques ou manuels qui sont toujours là. Et le gros plus, je dirais, vis-à-vis de GeForce Experience, c'est aussi qu'il n'y a pas besoin ici de faire un compte ou de se loguer sur le programme pour pouvoir l'utiliser. Donc bref, l'appli continue d'évoluer dans le bon sens, je dirais. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa que GeForce Experience dans l'ensemble. Qu'autant GeForce Experience, je ne l'ai installé même pas. Là, la Nvi App, je l'utilise depuis qu'elle est sortie, mais dans l'ensemble, j'en suis plutôt satisfait. Et pendant qu'on parle driver, c'est passé la semaine dernière, il y a apparemment des failles de sécurité assez sérieuses quand même dans les anciens drivers d'Nvidia. Et Nvidia recommande de mettre à jour vos drivers au plus vite,
vers les dernières versions. Donc si vous n'étiez pas au courant, bah maintenant vous l'êtes. Bon, les failles de sécurité, ça fait jamais plaisir. Ça arrive à toutes les marques, et ça arrive aussi très souvent avec Windows et compagnie, c'est juste que c'est patché automatiquement. Ben là, faut mieux faire la mise à jour. On sait jamais, hein, on sait pas exactement quelles sont les vulnérabilités. Mais bon, dans le doute, mettez à jour. Et puis ben voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si vous avez apprécié les vidéos et que vous voulez soutenir la chaîne, les machins pénibles de YouTube, c'est débile, mais ça aide. La page Amazon de la chaîne, si vous voulez des idées de config type, c'est dans la description de la vidéo. Et puis comme toujours, ben, un immense merci aux membres soutien YouTube et Ko-fi de la chaîne, ben, qui permettent à la chaîne de rester en vie. Un grand merci à vous tous comme d'habitude. Et puis sinon, ben, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!